Après avoir découvert le premier pilier en forme de T enfoui sur le site, il a rapidement trouvé d'autres structures massives de ce type. Au centre de chaque enceinte, on trouve deux piliers en calcaire particulièrement grands en forme de T qui se font face. Le plus ancien monument du monde vient de révéler un secret inattendu. Grâce à une intelligence artificielle avancée, les chercheurs ont analysé les piliers de Göbekli vieux de 2 ans et découvert des motifs, des traces de chaleur et des structures internes qui ne devraient pas exister à l'âge de pierre. Certains piliers semblent même avoir été sculptés de l'intérieur vers l'extérieur. D'autres vibrent encore à basse fréquence. En dessous se cache quelque chose d'encore plus ancien. L'enquête visait à élucider l'histoire. Au lieu de cela, elle a révélé une vérité terrifiante que les bâtisseurs avaient tenté d'enfouir à jamais. L'IA révèle que Göbekli n'a jamais été un temple. La stupeur s'est emparée de l'équipe dès l'affichage de la nouvelle reconstruction par IA. Tous s'attendaient à une simple confirmation de l'hypothèse ancienne selon laquelle Göbekli Tepe était un temple primitif. C'était l'objectif officiel du projet. L'équipe souhaitait cartographier le site avec une plus grande précision, confirmer sa fonction cérémonielle et établir une chronologie plus claire du développement humain. L'image qui apparut stupéfia tous les présents. La disposition semblait savamment orchestrée comme une structure conçue pour maintenir quelque chose en place. L'équipe a utilisé un algorithme de cartographie avancé capable de scanner des sites anciens et de reconstituer leur agencement d'origine avec une précision micrométrique. Cet algorithme analyse chaque surface exposée, chaque fracture, chaque ombre de pierre enfouie, puis utilise une immense base de données géologiques pour calculer l'emplacement initial de chaque pilier. Une fois la reconstitution achevée, la simulation par IA affichait une précision géométrique impossible pour l'époque. Ces piliers sont anthropomorphes. Ils ont une apparence humaine. Les plus anciens enclos connus des archéologues, désignés DC et B, étaient reliés selon un alignement triangulaire mathématiquement parfait. Cela signifie que les bâtisseurs ont placé les piliers avec une précision comparable à celle des outils de topographie moderne. Ce détail est devenu encore plus troublant lorsque l'équipe s'est penchée sur la nature même des piliers. Un nombre d'entre eux atteignent près de 5 mètres de haut. Certains pèsent de plus de 50 tonnes. Plusieurs pierres présentent des sculptures si nettes et précises que les tailleurs de pierres modernes peinent à expliquer comment elles ont été réalisées, avec des outils en pierre. Un pilier de l'enceinte D arbore la sculpture d'un vautour aux ailes déployées. Cette sculpture est en relief, ce qui signifie que les bâtisseurs ont dû tailler toute la surface de fond à la main. La diversité incroyable des animaux, oiseaux et insectes représentés à Göbekli est sans pareil pour cette période et n'a jamais été observé ailleurs dans le monde. Un autre pilier comporte 3 symboles abstraits qui ne correspondent à aucun système d'écriture connu. Ces symboles apparaissent régulièrement espacés et parfaitement alignés, ce qui signifie que les bâtisseurs maîtrisaient l'alignement et la mesure même en l'absence de chiffres écrits. Les archéologues ont constaté depuis des années l'absence d'éclats de pierre ou de fragments d'outils autour des piliers. Cette absence est surprenante, car la taille du calcaire laisse généralement d'importantes quantités de débris. À Göbekli Tepe, les sols sont étonnamment propres. L'équipe savait que les bâtisseurs de Göbekli Tepe vivaient bien avant l'agriculture, l'écriture et l'organisation des villes. Ils n'auraient pas dû posséder les connaissances nécessaires pour déplacer de telles pierres ni pour tailler des lignes aussi nettes. Pourtant, l'alignement triangulaire était intentionnel. Ce chef-d'œuvre architectural n'est pas l'aspect le plus révolutionnaire de ce lieu. Un autre programme a utilisé un modèle d'analyse des vibrations internes pour étudier la propagation du son et des vibrations à l'intérieur de la structure. Cet outil se concentre sur ce qui se passe au sein même des cercles de pierre.
Il analyse la façon dont l'énergie se propage à travers les piliers, les sols et la chambre intérieure. Dans un véritable temple, le son s'élèverait ou se propagerait vers l'extérieur, créant un écho ouvert propice aux activités collectives. À Gobessé, la simulation révéla un phénomène tout à fait différent. La vibration ne s'éleva ni ne se propagea. Elle s'affaissa vers l'intérieur. Les piliers attirèrent la force vers le centre de l'enceinte. La pierre absorba le mouvement et le piégea. Cette découverte stupéfia l'équipe car elle correspondait au comportement observé dans les salles de confinement modernes, utilisées dans les laboratoires, manipulant des énergies dangereuses. La structure agissait comme si elle avait été conçue pour capter et retenir la force en un point central. Rien dans ce comportement ne correspondait à un quelconque lieu de culte. Il n'y avait ni autel, ni foyer, ni aucun signe de rassemblement important. Les bâtisseurs ne cherchaient pas à attirer l'attention vers l'extérieur. Ils géraient quelque chose à l'intérieur de l'espace. J'ai toujours espéré que ce soit un lieu sacré et qu'il y aurait des sépultures sous les murs ou sous certains piliers. Cette révélation a perturbé tout le groupe et l'a incité à examiner l'ensemble du site dans son ensemble. Un troisième système d'analyse étudiant le comportement des structures ou a examiné la configuration globale depuis le ciel. Ce programme évalue la façon dont une structure supporte la pression et les forces sur l'ensemble de ses éléments. Il se concentre sur la conception globale plutôt que sur le comportement à l'intérieur d'une enceinte particulière. Les ingénieurs utilisent aujourd'hui des systèmes similaires pour déterminer si un bâtiment peut résister à des mouvements de terrain dangereux. Lorsque ce modèle de structure a été analysé à Gobessé, le résultat a stupéfié l'équipe. La configuration correspondait au principe des systèmes modernes de contrôle des vibrations profondes du sol. Ces vibrations nuisibles sont de puissantes ondes qui se propagent sous la surface terrestre. Elles peuvent endommager la roche et provoquer une grave instabilité si elles ne sont pas maîtrisées. Et la configuration de Gobessé créait un réseau de points d'annulation qui empêchait ce phénomène. Un point d'annulation est un endroit où deux ondes vibratoires se rencontrent et s'annulent mutuellement. Lors de cette collision, l'énergie interne du sol se dissipe. La structure ne libère pas cette énergie. Cela la neutralise. L'analyse a révélé que les bâtisseurs avaient conçu l'ensemble du site de manière à ce que ces ondes destructrices soient dirigées précisément là où leur force s'effondrerait. Le système s'étendait sur plusieurs enceintes. Cela signifiait que les bâtisseurs avaient créé un plan complet dans un but unique, empêcher l'énergie de s'échapper. Cette découverte a bouleversé toutes les convictions de l'équipe. Le site avait été construit pour contrôler un élément souterrain à une époque où cela aurait dû être impossible. Ils ont ensuite enfoui chaque enceinte, après probablement seulement quelques centaines d'années d'utilisation. L'équipe n'eut pas le temps de réaliser l'horreur de cette idée que l'IA fait une nouvelle découverte. Elle détecta des traces d'usinage à l'intérieur du pilier. La série de scans suivante se concentra directement sur les piliers eux-mêmes. Les archéologues avaient toujours supposé qu'ils étaient taillés de l'extérieur à l'aide de marteaux de pierre. L'IA prouva que cette hypothèse était totalement fausse. La première méthode utilisée consistait en un système de scan à haute pénétration qui envoie des ondes énergétiques dans la pierre et mesure leur rebond. Ce système peut sonder la roche jusqu'à 1 mètre de profondeur. Lorsque les scans apparurent sur les écrans, l'équipe se rassembla. Au départ, ils s'attendaient à voir les motifs de gravure grossière habituels causés par des coups répétés d'outils. Au lieu de cela, ils observèrent des canaux internes parfaits, impossibles à réaliser avec un marteau. Les traces d'outils ne partaient pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais bien de l'intérieur vers l'extérieur. Un chercheur, ils reculèrent de l'écran incrédule. La structure interne révélait des signes évidents d'un mouvement contrôlé amorcé au cœur même du pilier. On aurait dit qu'une force s'était développée depuis le centre se frayant un chemin vers l'extérieur à travers le calcaire.
Les entailles étaient droites et nettes d'une précision bien supérieure à celle de tout ce qu'il aurait été possible de réaliser avec du silex ou de l'obsidienne. Pour confirmer cette découverte, ils utilisèrent un programme d'analyse microscopique des fractures capable d'étudier la structure de la pierre à une échelle infime. Ce programme permet de déterminer si une surface a été façonnée par des impacts répétés ou par un processus mécanique utilisant la pression ou la chaleur. Les traces d'impact sont facilement reconnaissables de minuscules éclats, des cicatrices irrégulières et des stries de grains écrasés caractéristiques des coups répétés d'un outil sur la pierre. Les marques pointent toujours vers l'intérieur car la force provient de l'extérieur. Lorsque ce programme a analysé le cœur des piliers, aucune de ces traces d'impact n'est apparue. Au contraire, les fractures ont révélé un phénomène tout à fait différent des fissures d'expansion. Ces fissures se forment lorsque la pression interne se propage vers l'extérieur. Elles se propagent en ligne droite du centre vers les bords. Elles apparaissent lorsque la chaleur ou la force s'accumule à l'intérieur de la pierre et contraint le matériau à s'étirer et à se briser vers l'extérieur. Ce type de fissure ne peut être produit par aucun marteau ni burin. L'analyse a révélé des points de fusion supérieurs à 540 degrés Celsius, un 0 degré Fahrenheit au cœur des piliers. Aucun outil de pierre ancien n'aurait pu atteindre une telle température. Les fractures ont prouvé que les piliers avaient subi une déformation interne. Quelque chose à l'intérieur de la pierre a exercé une pression suffisamment forte pour la remodeler. Un troisième système capable de cartographier les signatures thermiques anciennes a ensuite examiné le calcaire. Le résultat a accentué la confusion générale. Les surfaces internes de plusieurs piliers présentaient des tracts de chaleur témoins de brusques variations de température extrême. Ces marques n'apparaissaient pas sur les surfaces externes. Elles étaient uniquement présentes à l'intérieur de la pierre. Cela signifiait que la source de chaleur était contenue au sein même du pilier. L'équipe a échangé des regards silencieux. Les piliers ne semblaient pas avoir été façonnés à des fins décoratives ou symboliques. Ils semblaient renforcer un élément interne à la roche. Ce prouesse architecturale incroyable n'est pas l'aspect le plus révolutionnaire de cet endroit. Cette idée s'est renforcée lorsque l'équipe s'est souvenue d'une vieille énigme archéologique. Plusieurs piliers présentent de longues fissures internes inexpliquées. Ces fissures traversent le centre de la pierre en ligne droite. Les archéologues pensaient autrefois qu'elles s'étaient formées naturellement. L'intelligence artificielle a démontré qu'elles avaient été créées par la pression interne. Ces étranges marques de chaleur. Ce réseau de grottes apporte la preuve que la mythologie zoroastrienne est bel et bien une histoire vraie. La découverte suivante a commencé par un détail que la plupart des chercheurs avaient négligé pendant des années. Lors de fouilles de routine, l'équipe a remarqué de fines couches de terre noircie compactées dans d'étroits espaces entre les pierres. Dans un premier temps, ces traces ont été attribuées à d'anciens feux de camp ou à des sédiments naturels provenant d'établissements voisins. Rien sur les piliers ne présentait de marques de brûlure évidentes, et les traces de feu n'apparaissaient que dans certaines couches de terre et non sur les surfaces sculptées. De ce fait, personne ne leur prêtait d'importance. Ce n'est que lorsque l'équipe a examiné ces échantillons en vue d'une analyse plus approfondie par IA que la situation a pris une tournure inquiétante. Les subtiles stries noires et les légères décolorations que l'on avait d'abord prises pour de simples débris ont révélé des motifs qui ne s'étaient pas formés naturellement. Ils ont suivi des emplacements précis sur le site comme si des combustions localisées et contrôlées avaient eu lieu, ne laissant derrière elles que de faibles traces. La surface lisse et luxueuse était le fruit d'un travail minutieux de superposition de chaux et d'argile brûlée. Le premier système d'analyse utilisé par l'équipe a comparé les profils thermiques anciens à une vaste base de données d'exemples modernes issus d'environnements de laboratoires contrôlés.
Une fois l'analyse terminée, plusieurs chercheurs se sont penchés vers l'écran. Le résultat était déconcertant au premier abord. La répartition de la chaleur révélait des schémas de combustion localisés et contrôlés. Les températures enregistrées étaient insuffisantes pour altérer la structure moléculaire du calcaire. Cela correspondait à une cautérisation de surface, une technique utilisée pour détruire les substances nocives par contact. Cette découverte a incité l'équipe à explorer des zones plus profondes du site. Du calcaire brûlé a été mis au jour dans d'étroites crevasses où personne n'aurait pu vivre ni travailler. Ces crevasses puissent présenter des températures suffisamment élevées pour avoir modifié la couleur et la structure de la pierre. De telles températures n'auraient pu apparaître que si quelqu'un avait intentionnellement chauffé la roche. Plus troublantes encore étaient les marques de brûlure autour de certaines sculptures d'animaux. Sur certaines d'entre elles, la surface était fondue ou lissée, comme si les bâtisseurs avaient tenté d'effacer les images après les avoir sculptées. Plusieurs des figures endommagées étaient du même type que celles que l'on retrouve fréquemment à Göbekli Tepe. Les sculptures de renards, normalement représentées avec des côtes saillantes, présentaient des lignes adoucies. Les sculptures de vautours souvent figurées avec les ailes largement déployées montraient des contours flous, là où la chaleur semblait avoir déformé la pierre. Wow. Ah, ce sont des mains, n'est-ce pas? Deux mains, n'est-ce pas? Et si cela ne vous convainc pas, regardez ici. Il y a une ceinture. Une seconde méthode analytique visait à identifier les résidus chimiques présents dans la pierre calcinée. Ce type d'analyse est aujourd'hui utilisé pour déterminer si la chaleur a été appliquée afin d'éliminer toute contamination biologique. Lorsque le programme a traité le matériau, un silence complet s'est installé dans la pièce. Les traces chimiques correspondantes à des opérations de stérilisation. Elles révèlent des cycles répétés de chauffage et de refroidissement destinés à nettoyer ou désactiver une substance. Tout indiquait une tentative délibérée d'éliminer des matières nocives. Les scorpions, habituellement sculptés avec une queue saillante et un dard bien visible, paraissaient désormais aplatis aux endroits où la surface avait été chauffée. On aurait dit que les artisans avaient ciblé ces figures en particulier en atténuant leur apparence et en réduisant leurs détails, comme si les symboles eux-mêmes étaient devenus dangereux. Sans perdre de temps, l'équipe a utilisé un modèle de simulation des flux thermiques pour reconstituer la propagation des températures extrêmes à travers les piliers et les murs. Les trajectoires obtenues correspondaient aux zones où les sculptures avaient partiellement fondu. Cela prouvait que l'incendie avait été commis avec précision. Le feu ne s'était pas propagé au hasard, mais selon des lignes délibérées. Le processus s'arrêtait à des points précis. Cette découverte a contraint l'équipe à repenser l'ensemble du site. Göbekli Tepe portait des traces de combustion d'une substance invisible qui s'était incrustée dans la pierre. Les bâtisseurs ne façonnaient pas la roche, ils la purifiaient. L'équipe est rapidement passée à l'étape suivante, déterminer si le site conservait encore des traces de la force ayant nécessité de telles mesures extrêmes. L'IA détecte les signatures harmoniques de basse fréquence, le plus ancien temple jamais mis au jour sur cette planète. L'équipe s'attendait à ce que l'analyse suivante soit simple. Elle pensait que les tests sonores ne feraient que confirmer ce que les archéologues savaient déjà. Göbekli possédait une acoustique particulière et certains de ces cercles de pierre véhiculaient des sons. Personne ne s'attendait à un danger avant que les résultats ne commencent à arriver. La première analyse a utilisé un système qui cartographie les infrasons de basse fréquence et identifie les zones de croissance, de décroissance et de concentration de ces ondes à l'intérieur des structures anciennes. Lors de l'analyse des piliers, le système a révélé une activité constante à basse fréquence dans la gamme des 18 à 20 Hz. Ces fréquences sont connues pour provoquer de fortes réactions dans le corps humain.
Elles peuvent déclencher de la peur, de l'angoisse, des nausées et des hallucinations, même chez des personnes en bonne santé. Plusieurs membres de l'équipe ont ressenti des nausées pendant la simulation. Bien que le son réel fût trop faible pour être entendu, leur corps l'a perçu. Des études antérieures menées à l'Institut L'Épée de Québec avaient déjà démontré que ces mêmes structures résonnent également à des fréquences audibles autour de 110 Hz, une gamme connue pour induire des états de conscience modifiés et translucides, rendant les effets infrasonores nouvellement détectés encore plus perturbants. Afin de comprendre pleinement cet effet, l'équipe a utilisé un modèle de reconstruction acoustique numérique. Ce type de logiciel est utilisé aujourd'hui pour recréer l'acoustique des pièces et monuments antiques. Le modèle a reconstitué l'état initial de la structure, notamment les toitures en calcaire qui recouvraient autrefois certaines parties du site. L'ajout de cette toiture antique à la simulation a intensifié les infrasons. Les piliers se comportaient comme de longs diapasons. Un diapason est un instrument métallique qui vibre lorsqu'on le frappe et produit un son continu. Tenez les dents près de votre oreille ou de la base d'une grande surface plane comme une table ou un tableau blanc. La forme de la fourche lui permet d'absorber l'énergie et de la restituer de manière ciblée. Les piliers de Göbekli fonctionnaient de la même façon. Ils absorbaient les ondes des basses fréquences qui traversaient la structure, puis restituaient l'énergie avec une force accrue. Cela paraissait logique d'une manière profondément troublante. Nombre de ces piliers possèdent de longs bras étroits qui s'élèvent d'un tronc central. Les archéologues ont remarqué que ces formes évoquent des figures humaines simples ou des symboles d'autorité et de présence. Après avoir découvert le premier pilier en forme de T enfoui sur le site, il a rapidement trouvé d'autres structures massives de ce type. Pourtant, ils ressemblaient aussi à des outils conçus pour amplifier les vibrations. Une fois la simulation terminée, plusieurs chercheurs se sont éloignés des écrans. Les infrasons amplifiés créaient un champ de pression au centre du cercle. On sait déjà que certaines enceintes de Göbekli propagent le son de manière inhabituelle. Un murmure prononcé près d'un pilier est clairement audible de l'autre côté du cercle. C'est impressionnant, mais les données acoustiques ont révélé un phénomène plus important encore. Le son ne se propageait pas seulement autour de l'enceinte. Il se dirigeait vers l'intérieur et se concentrait près des piliers centraux. Et c'est immense, incroyable. Regardez cet endroit. Cet espace central a toujours été mystérieux. Les plus grands piliers s'y dressent une sculptée d'animaux de symboles abstraits et de formes très détaillées. Certains archéologues pensent que ces piliers représentent des gardiens ou des êtres puissants en raison de leurs formes anthropomorphes et de leur posture droite et rigide. Les nouvelles découvertes ont donné à ces sculptures une signification différente. Les piliers centraux agissaient comme des récepteurs d'ondes de basse fréquence. L'équipe a ensuite utilisé un modèle de comparaison neurologique qui associe des gammes d'infrasons connues à leurs effets documentés sur le cerveau humain. Les résultats ont révélé des liens évidents. Les 5 cercles de pierre mis au jour sur le site ne font qu'effleurer la surface de ce qui est enfoui sous terre. Ces fréquences peuvent provoquer des distorsions visuelles, une anxiété soudaine et la sensation d'être observé. Elles peuvent être perturbées car l'équilibre et amener le cerveau à interpréter les ombres comme des menaces. La structure se comportait comme un champ sonore conçu pour influencer toute personne s'y trouvant. L'équipe a compris que cette acoustique étrange n'était pas accidentelle, mais intentionnelle. Les bâtisseurs avaient poussé à créer un système sonore qui influençait le comportement humain. L'équipe s'attaqua alors au mystère suivant, comprendre pourquoi le site avait été enfoui si rapidement. Cela pourrait expliquer certaines des figures mystérieuses immortalisées dans les sculptures de pierre. La séquence des inhumations. L'enfouissement de Göbekli avait toujours intrigué les archéologues. La plupart des sites antiques étaient abandonnés ou lentement recouverts par le temps. Mais Göbekli était enfoui sous des millions de mètres cubes de terre.
Au départ, les chercheurs pensaient qu'il s'agissait d'une cérémonie de clôture. Ils imaginaient que les bâtisseurs avaient mis fin à l'activité du site avec respect. L'intelligence artificielle a prouvé que cette hypothèse était totalement erronée. L'analyse très précise des couches funéraires a révélé un schéma qui témoignait de la peur, du chaos et d'une tentative désespérée de dissimuler quelque chose au plus vite. Curtis Shepard venait de faire une découverte archéologique majeure, peut-être la plus étonnante des temps modernes. La première analyse a utilisé un système de reconstruction stratigraphique à haute résolution, capable de reconstituer les couches de sol comme si le temps s'écoulait à rebours minute par minute. Au début de la simulation, l'équipe a vu les couches se détacher progressivement sur l'écran. Au lieu d'une accumulation lente et naturelle, le sol est apparu sous forme de dépôts épais et soudains. Certaines couches conservaient des empreintes de pas, longues, profondes et obliques vers l'avant. Ces empreintes étaient celles de personnes en fuite. Il ne s'agissait pas d'une cérémonie paisible, mais des traces d'un événement empreint de terreur. Il semblait être arrivé en fin de vie et a été entièrement recouvert. Ce type de motif se retrouve ailleurs dans le monde. 3 importantes coulées de remblai ont recouvert le site en moins de 6 ans. Ce phénomène a stupéfié l'équipe car une telle quantité de terre ne pouvait être déplacée sans l'intervention urgente de milliers de personnes. Jamais une civilisation ancienne n'avait enfoui un site de cette envergure aussi rapidement. Au fil des reconstitutions du sol, un phénomène encore plus troublant est apparu. La terre ne s'était pas simplement déposée sur le sol. L'équipe a ensuite utilisé un programme d'analyse médico-légale des lésions osseuses pour étudier les fragments de crânes humains découverts dans la sépulture. Car certains crânes présentaient en été des rainures profondes. Et par le passé, les archéologues pensaient qu'il s'agissait de gravures décoratives réalisées lors de cérémonies rituelles. Ils supposaient que les crânes avaient été intentionnellement sculptés comme offrandes ou objets symboliques. La nouvelle analyse a révélé une explication tout autre. Les rainures n'étaient pas des sculptures soignées, mais des fractures causées par un impact. Elles ressemblaient aux dommages causés par un choc violent sur un crâne. Les squelettes se mesuraient entre 2 et 2 mètres, ce qui, pour l'homme préhistorique, aurait été considérable. Plusieurs éléments archéologiques concrets ont corroboré cette conclusion. De nombreux fragments de crâne provenant de Göbekli présentent des entailles profondes le long du sagittal du crâne, une zone où les sculptures rituelles sont inhabituelles. Un crâne de la région porte un trou percé, probablement destiné à être suspendu ou exposé. Certaines vertèbres cervicales portent même des traces de décapitation. Ces découvertes, autrefois interprétées comme des pratiques rituelles liées aux couches funéraires, apparaissent désormais comme les séquelles de traumatisme. Elles appartiennent à des personnes ayant subi de violents coups avant leur inhumation. Par conséquent, pour comprendre le site, il faut l'observer sous un autre angle. Ces objets n'ont pas été placés en terre en guise d'offrande. Ils ont été victimes d'un événement et non des participants à une cérémonie. Les causes de ces violences restent inconnues. Aucun champ de bataille n'a été mis au jour et ni armes ni témoignages écrits ne permettent d'expliquer un tel traumatisme. Les archéologues n'ont toujours aucune explication confirmée, ce qui rend la découverte d'autant plus troublante. Parmi les découvertes les plus choquantes figurent les statues brisées. Göbekli abrite des piliers sculptés représentant des animaux aux traits détaillés, des figures humaines avec bras et mains, et des motifs géométriques précis à l'avant et à l'extrémité de ces longs doigts fins. Ces pierres ne comportent aucun visage. On pense que ces sculptures reflétaient des idées ou des croyances importantes pour les bâtisseurs. Cependant, à l'intérieur des couches funéraires, des fragments de ces sculptures ont été retrouvés face contre terre. Dans de nombreuses cultures anciennes, placer une image face contre terre signifie qu'on la rejette ou qu'on la dépouille de son importance. C'est un geste effectué lorsque l'on ne souhaite plus que l'image exerce d'influence. Les bâtisseurs, ils sont
Et tu peux déposer les sculptures avec précaution dans la terre. Il y a jamais ils les ont brisés. Ils ont enterré les fragments comme si les images, même, j'étais devenu dangereux. Un détail provenant de la région a ajouté à l'inquiétude. Les archéologues ont découvert plusieurs têtes de pierre intentionnellement détachées de statues, dont une connue sous le nom de figure du porteur d'offrande, tenant une tête humaine tranchée. Le pilier 43 représente lui aussi un homme décapité destiné aux générations futures, et il nous faut déchiffrer le sens exact de ce message. Ces découvertes antérieures ont longtemps été interprétées comme des rituels. Dans ce nouveau contexte, elles apparaissent davantage comme des avertissements. Une autre analyse est examiner les mouvements de terre sur les sites. Mais ici, elle doit les montrer la terre est aussi utilisée pour enterrer et Gobekli et ne provenait pas uniquement de la colline voisine. Une grande quantité de terre a été prélevée dans des zones éloignées et transportée sur le site. Cela a nécessité une main-d'œuvre et des efforts considérables. Des groupes ont donc déplacé de lourdes charges de terre sur de longues distances aussi rapidement que possible. La modélisation a permis de retracer la direction et la vitesse des dépôts de terre. Elle a révélé que les matériaux de remblai ont été déversés rapidement par grandes vagues et non ajoutés lentement par couches organisées. Ceci confirme l'hypothèse que l'enfouissement a été réalisé dans la précipitation. L'équipe s'éloigna des écrans profondément troublés. Les preuves étaient claires. Les habitants de Gobekli ne fermaient pas un site sacré. Ils tentaient de dissimuler quelque chose rapidement. Ils luttaient contre ce qu'ils redoutaient. L'étape suivante consistait à explorer le sous-sol du site. Cette découverte allait contraindre l'équipe à envisager une possibilité plus sombre, une structure qui n'aurait jamais dû être mise au jour. La découverte la plus troublante survint lorsque l'équipe commença à scanner le sol sous le site. Pendant des années, les archéologues soupçonnèrent de la présence de quelque chose sous Gobekli, car certains cercles de pierres se dressaient au-dessus des zones creuses, qui ne correspondaient pas à des formations naturelles. Les légendes locales des villages voisins racontaient des histoires de collines creuses, d'étranges échos souterrains, et de nuits où, selon les habitants, les pierres faisaient du bruit. Ces récits furent toujours considérés comme du folklore. Il n'y avait jamais suffisamment de preuves pour les prendre au sérieux. Tout changea lorsque les systèmes de balayage du sol furent activés. Le premier système utilisé était un scanner géophysique à haute résolution et à pénétration profonde. Cet appareil envoie de puissants signaux dans le sol et reconstitue les espaces cachés à partir des réflexions reçues. Une fois le modèle terminé, l'équipe est restée bouche bée devant l'écran. Sous l'enceinte D, le scan a révélé une vaste chambre à plusieurs pièces creusées bien avant la construction des piliers. La chambre présentait des parois droites, des entrées bien visibles et de larges espaces intérieurs qui ne correspondaient à aucune construction connue de l'âge de pierre. Cette structure n'appartenait pas au peuple qui avait érigé les piliers situés au-dessus. Pour confirmer les formes, l'équipe a réalisé une analyse d'imagerie de densité souterraine. Ce système étudie la texture et la compacité des structures souterraines et identifie la différence entre la roche naturelle et la pierre taillée. Les résultats étaient sans équivoque. Les parois n'étaient pas naturelles, mais intentionnellement taillées. Pourtant, le style de découpe ne correspondait à rien de ce qui avait été trouvé en surface. La chambre avait été construite par un autre groupe, selon des méthodes totalement différentes. Ensuite, une analyse de la datation minérale a examiné les motifs de croissance cristalline sur les parois de la chambre. Elle a permis de calculer l'âge de la structure souterraine en mesurant la formation de ces couches minérales au fil du temps. La chambre était plus ancienne que les piliers de plusieurs milliers d'années. Cette découverte a stupéfié l'équipe. Ils avaient toujours pensé que Gobekli représentait le début des constructions complexes.
Or, ils découvrirent à présent une structure encore plus ancienne et plus avancée dissimulée en dessous. Le choc s'est accentué lorsque la surface des parois souterraines a été examinée par analyse thermique et microstructurale. Plusieurs zones présentaient des traces de chaleur si intenses que la pierre avait fusionné et fondu. Il ne s'agissait pas de brûlures superficielles. Elles provenaient des profondeurs de la roche. Les motifs de fusion ne correspondaient ni à une activité volcanique, ni à un incendie naturel. Ils correspondaient à une pression interne extrême et à un dégagement de chaleur violent. Lorsqu'une analyse moléculaire a examiné la pierre fondue avec précision, un silence de mort s'est abattu sur la pièce. L'analyse a révélé des traces de résidus biologiques emprisonnés dans les couches minérales. Ces résidus n'étaient pas d'origine végétale. Ils ne provenaient pas d'animaux habituellement présents dans la région. Les motifs ressemblaient à des fragments de protéines qui apparaissent lors de la décomposition de matière organique sous l'effet d'une chaleur intense et d'une force de compression extrême. Cela signifiait qu'un organisme vivant se trouvait à l'intérieur de la chambre au moment de l'événement thermique. Les parois fusionnées présentaient des dommages s'étendant vers l'extérieur et non vers l'intérieur. Quelque chose à l'intérieur de la chambre avait exercé une pression suffisante pour fissurer, faire fondre et déformer la pierre. La maquette montrait des lignes nettes indiquant l'endroit où la pression avait percé une section de la paroi. La brèche remontait vers la surface, directement sous l'emplacement où l'enceinte D a été construite ultérieurement. L'équipe s'est éloignée de l'écran. La signification était claire. Gobekli n'a pas été construit comme lieu de culte. Il a été bâti au-dessus d'un site ancien et dangereux. Ceux qui ont érigé les piliers scellaient une chambre qui n'aurait jamais dû être exposée. Ce qui s'est passé ensuite a contraint l'équipe à élargir son champ d'investigation au-delà du site lui-même. Il leur fallait comprendre pourquoi cet événement coïncidait avec des changements globaux survenus simultanément. Dans quelle région les animaux sont-ils morts? Quel a été l'événement de réinitialisation? La dernière partie de l'enquête a rassemblé toutes les découvertes précédentes. L'équipe a alors commencé à étudier le contexte mondial actuel, à l'époque où Gobekli était enterré. Génial! Comment te sens-tu? Oh, je suis super content, tellement content. Ils s'attendaient à des changements climatiques et culturels normaux. Au lieu de cela, ils ont découvert une chronologie marquée par des ruptures soudaines. Lorsque le modèle a comparé les dates, le schéma est devenu impossible à ignorer. L'inhumation de Göbekli P n'a pas eu lieu pendant une période calme, mais lors d'une transition mondiale violente entre 10-0 et 9-0 avant notre ère. Une phase que les chercheurs modernes appellent parfois la période d'instabilité du début de l'ère sacrée. Plusieurs sites majeurs furent abandonnés quasiment simultanément, notamment Cordyceps, Gerlamar, Malfet, Helen, Semi et les premières couches de Jericho. Dans chaque cas, les couches d'occupation cessent brutalement et sont remplacées par un silence culturel soudain. Il ne s'agissait pas d'un déclin progressif, mais d'une interruption brutale et généralisée. Les premières données analysées par l'équipe révélaient des variations magnétiques soudaines. Des couches géologiques d'Europe du Moyen-Orient, de Sibérie et de certaines régions d'Asie orientale témoignent de fluctuations rapides du champ magnétique terrestre entre 10-500 et 9-500 avant notre ère. Ces changements se produisaient effectivement dans sa nature, mais pas à cette vitesse ni sur autant de régions simultanément. Elles indiquent une période d'instabilité globale. Les données suivantes concernent les poussières atmosphériques. Les carottes de glace prélevées au Groenland et en Antarctique montrent que l'air s'est chargé de fines particules de poussière au début de la période sacrée, avec des pics notables vers 9-600 avant notre ère. Ces particules ne correspondent ni aux seules cendres volcaniques, ni aux seules poussières désertiques. Elles contiennent des traces des deux, ainsi que des signatures de combustion de biomasse. Ceci suggère une perturbation à grande échelle qui s'est propagée à travers les continents. D'autres données ont révélé des extinctions massives d'espèces animales. Les populations animales d'Anatolie
du bassin de la mer Noire et de certaines régions du Levant ont fortement diminué durant cette même période. Les populations de grands animaux sauvages, comme l'aurochs et la gazelle, présentent des chutes brutales dans les couches archéologiques datées de 969-0 avant notre ère. Dans certains cas, des communautés animales entières ont disparu des archives pendant des siècles. Les archéologues ont également constaté que les premiers groupes de chasseurs-cueilleurs de ces régions ont disparu sans signes apparents de conflit ou de maladie. Ils ont laissé derrière eux outils, foyers et abris comme s'ils étaient partis subitement. Rien n'explique ce qui les a forcés à se déplacer ou à disparaître. L'équipe s'est alors tournée vers les mythes anciens. Un système de comparaison culturelle à grande échelle a permis de rechercher des descriptions similaires dans les récits des premiers groupes. Les mythes du Proche-Orient, d'Afrique du Nord, du Caucase et de la steppe eurasienne décrivent des événements catastrophiques soudains survenus durant cette période. Ils évoquent un serpent céleste, une pierre hurlante et une ère qui s'est achevée du jour au lendemain. Les érudits ont longtemps cru qu'il s'agissait de métaphores. La chronologie a révélé que ces récits sont apparus quasiment au même moment que l'inhumation de Gobekli. Ce qui a encore plus stupéfié l'équipe, c'est la ressemblance frappante entre ces images mythiques et les gravures du site. Un aspect fascinant de ce site est l'absence de créatures mythologiques et d'hybrides. Chaque représentation est celle d'un animal ayant réellement existé. Les piliers de Gobekli représentent à maintes reprises des animaux dangereux, tels que des serpents, des scorpions, des vautours et des mammifères prédateurs. Ces images apparaissent trop fréquemment et à des endroits trop cohérents pour être une simple décoration aléatoire. La comparaison entre les descriptions mythiques et les sculptures a révélé une concordance indéniable. Des cultures séparées par des milliers de kilomètres, exprimant simultanément la même peur. La simulation finale a examiné les schémas qui mènent généralement à l'effondrement. Ce modèle combinait données climatiques, mouvements géologiques, déclin démographique et disparition culturelle. Il a révélé que tous ces facteurs ont atteint leur apogée environ 12 mois après l'ensevelissement de Gobekli. Cela signifie que les bâtisseurs réalissaient à un événement soudain global et suffisamment puissant pour anéantir des communautés sur plusieurs continents. L'équipe a observé le modèle projeter le cycle suivant de ces conditions. La chronologie s'est rapprochée de l'époque actuelle. La simulation suggérait que le même schéma d'instabilité magnétique, de changement atmosphérique et de tension globale était de nouveau en train de se reproduire. Cette section ne comporte aucune référence